Et donc, là, vous avez deux personnes, avec Émile Torner et M. Raymond Huard. Vous avez deux résistants qui, à l'époque, se sont opposés au péril de leur vie. C'était, écoutez, plus j'écoute des témoignages, plus on approfondit cette histoire et plus on dit que c'était fou de s'opposer. Parce que les résistants et les résistantes de cette époque, ils avaient tout le monde contre eux. Ils avaient le régime de Vichy, la police, la gendarmerie, la Gestapo, l'armée allemande, bref, ils avaient tout contre eux. Et malgré tout, ils ont résisté. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, ces résistants, lorsqu'ils étaient arrêtés, au début de la guerre, 40-41, on les fusille. On les torture pour savoir, pour qu'ils livrent leurs camarades, etc. Et puis ensuite, en règle générale, on les fusille. Pas tous, mais beaucoup, n'est-ce pas? Ensuite, l'Allemagne s'est rendue compte qu'avec cette guerre qui s'éternisait, avec le front de l'Est, qui engloutit des milliers contre l'Union soviétique, qui engloutit des millions d'hommes, l'Allemagne commence à manquer de main-d'œuvre. Donc là, on se dit que tous ces déportés qu'on arrête et qui s'opposent à nous, qui sont contre nous, alors vous savez, on s'est dit, on va les mettre au travail. Et effectivement, les camps de concentration vont devenir à la fois des endroits où on concentre des gens qu'on veut éliminer, les résistants, les juifs, ceux qui n'ont pas été tués tout de suite, vous connaissez cette histoire, certains sont tués immédiatement, les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc. D'autres sont mis au travail quelques semaines. On se dit, ces gens-là, on va les faire travailler. Forcément, vous avez une main-d'œuvre, là, vous avez des centaines de milliers de déportés, hommes et femmes. Donc on se dit, plutôt que de les tuer, ou de les massacrer, ou de les affamer, enfin, on va les affamer quand même, mais on va aussi les faire travailler dans les grandes usines. Donc effectivement, je vous ai mis ici un document, que vous pourrez lire tranquillement après, où j'essaye de synthétiser, mais il y en a d'autres, j'ai mis quelques activités qui sont marquantes, où, effectivement, dans tous les grands camps de concentration, autour de tous les grands camps de concentration, vous aviez de grandes entreprises et de petites entreprises qui ont profité du travail des déportés. Et là encore, vous allez voir, nos témoins vont vous en parler. Alors, une toute petite précision, enfin, c'est pas une petite précision, une précision importante. Là, vous avez le nom des camps centraux, c'est-à-dire des grands camps de concentration où étaient dirigés les déportés venus de toute l'Europe. Mais il faut savoir que autour de ces camps de concentration, il y avait beaucoup de sous-camps. Les déportés disent pas sous-camps, ils disent des commandos. Quand vous entendez le mot commando, c'est un camp annexe, un sous-camp. Et en fait, c'est une unité de travail, c'est-à-dire que le sous-camp est installé à côté d'une grande entreprise, le sous-camp est installé à côté d'une carrière, etc., de façon, là encore, à faire travailler les déportés pour les forces de guerre nazies. Bien. Alors là, on reviendra plus tard sur les contradictions, effectivement, comment faire travailler 12 heures quelqu'un qu'on nourrit à peine, et qui a froid, qui a faim, qui est battu, qui est malade, etc. Ça fait partie des grosses contradictions que même les économistes allemands et les historiens à l'école allemande d'histoire en ce moment n'arrivent pas à résoudre. Parce que c'est une énorme contradiction. Quelqu'un qui est crevé, qui est malade, qui est fatigué, qui est affamé, ne travaille pas bien. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez quelques... Et vous reconnaîtrez dans les activités des noms de grandes entreprises. De grandes entreprises allemandes qui ont profité du travail déporté. Je pense que le document que je vous ai montré tout à l'heure sur le parcours des déportés français est assez synthétique et vous pouvez le comprendre. Alors, une petite différence. Pour les résistants, pour ceux qu'on appelle la déportation de répression, je dirais 95% des résistants français sont effectivement partis de Compiègne ou de Romainville. C'est le cas de M. Huard, qui est parti, lui, de Compiègne. Bien, comme la plupart des résistants français arrêtés. C'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés dans toute la France, ils allaient en prison en France, et ensuite on les envoyait à Compiègne, ils étaient regroupés à Compiègne, un petit peu à Romainville, et ensuite ils partaient en Allemagne. Exception, il y a quelques exceptions, et M. Torner est une de ces exceptions, puisque lui, il est directement parti d'une prison, il vous expliquera, à Dijon, vers l'Allemagne. Bien. Donc ça, c'est assez clair. Je voulais aussi une précision. Nous avons fait des recherches pour avoir des chiffres. Lorsque vous entendez parler de cette période, dans des documents, dans des films, ou chez des témoins, ou des membres de votre famille,
il faut savoir que, je vous ai dit que l'Allemagne enfermait beaucoup. L'Allemagne faisait venir énormément de gens de partout en Europe, sur son territoire, volontairement, moins volontairement. Après, il y a des degrés divers. Je vous ai mis les catégories de Français qui se sont retrouvés plus ou moins forcés, la plupart du temps forcés, en Allemagne pour y travailler et qui n'étaient pas déportés. Donc, faites bien attention lorsque vous trouverez un document, un livre, un film ou un témoignage de quelqu'un qui vous dira « Ah oui, oui, mais moi j'ai connu mon grand-père, etc. Il était en Allemagne. » Bien, à partir du moment où il était prisonnier en Allemagne, vous avez ici les différentes catégories de gens qui se trouvaient en Allemagne. Alors, bien sûr, il y a eu des travailleurs volontaires, 185 000. Ça nous semble beaucoup, 185 000, mais il faut savoir qu'il y a eu une énorme propagande pour inciter les jeunes ouvriers français à aller travailler en Allemagne. Voilà, les chômeurs, etc. Et il n'y en a eu que 185 000. Il aurait pu y en avoir plus. Alors que les conditions étaient quand même des conditions très très favorables. On n'était pas prisonnier, le salaire était beaucoup plus important qu'en France, on avait une carte de circulation, bon. Ensuite, vous avez les prisonniers de guerre, ce sont ceux qui ont été faits prisonniers au moment de la défaite, en juin 40. Vous avez ce qu'on appelle la relève, c'est les gens qu'on a incités à aller travailler en Allemagne pour faire libérer les prisonniers de guerre. Et vous avez le STO, 650 000, c'est pas rien les chiffres, 1 600 000, 650 000, 200 000, et je vous rappelle que ça, ce ne sont pas des déportés. Voilà. Donc ça, c'est un document simplement pour que vous puissiez un peu mieux analyser certains documents. Voilà. Donc, vous avez ce document ici aussi, qui est un document de synthèse que nous avons conçu sur le système concentrationnaire, que vous pouvez utiliser et garder parce qu'il est complet, il y a à la fois c'est un document historique, et à la fin je vous parlerai un peu du concours national de la résistance et de la déportation. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont le faire, et on vous distribuera la brochure pour ceux qui seraient intéressés. Voilà.